Des maths et bienvenue dans Histoire You Braise. Aujourd'hui, je vais remonter jusque dans les années 860 pour vous parler de l'apogée du royaume de Bretagne sous le règne de Salomon. Allez, go! Donc suite au travail de Nominoé et d'Erispoé, la Bretagne se fait reconnaître par Charles le Chauve, le roi de Francie occidentale, comme étant un royaume par le traité d'Angers de septembre 851. Une fois la couronne acquise, Erispoé tend à négocier avec son ancien adversaire afin de fortifier son statut. C'est là que Salomon va faire parler de lui. Salomon, ou Salaouen en breton, est le cousin germain d'Erispoé et un des nobles les plus influents de la cour bretonne. Espérant probablement se servir de lui pour affaiblir Erispoé, le roi des Francs, Charles le Chauve, fait en sorte de le nommer comte de la Nova Britannia, avec l'accord d'Erispoé. Qu'est-ce que la Nova Britannia? C'est tout simplement les nouveaux territoires acquis par Erispoé et rajoutés au royaume de Bretagne. Donc, il y a le comté de Nantes, le comté de Rennes, et une partie du Maine et de l'Anjou. Mais il y a un truc qui va pas trop plaire à Salomon à ce moment-là. En février 856, Erispoé et Charles s'accordent pour marier leurs enfants. Donc la fille d'Erispoé doit épouser le fils de Charles. Sauf qu'Erispoé doit donner en dot le comté de Rennes et de Nantes, ce qui bien entendu priverait Salomon de son pouvoir et affaiblirait le jeune royaume breton. Qu'est-ce qui pousse Erispoé à accepter ce mariage, ce qui affaiblirait énormément son pouvoir? Il y a beaucoup de raisons, donc je ne vais pas les développer ici, on reviendra dessus sur un épisode spécial sur Erispoé parce qu'il mérite bien ça. Donc là, toujours est-il que pour le moment, voilà, il commence à préparer ce mariage pour les années suivantes. Et ça plaît pas du tout à Salomon. Et pas du tout. Du tout. De nombreuses querelles éclatent à la cour du roi breton entre Salomon et Erispoé, jusqu'au jour où Salomon décide de prendre les choses en main et d'organiser l'assassinat de son cousin. Il se trouve alors à Talensac lorsqu'en pleine nuit, Salomon et un certain Alkmaar, un franc qui l'accompagne, décident d'aller poignarder Erispoé. Donc, ce dernier arrive à s'enfuir et à trouver refuge dans sa chapelle. Je rappelle qu'une chapelle à l'époque c'est un lieu saint, t'as pas le droit de tuer des gens dedans, ça se fait pas trop. Bon, ça n'arrête pas Salomon et son pote qui rentrent dans la chapelle, qui trouvent Erispoé et qui le poignardent sur l'autel. Salomon va pas s'arrêter là, il va s'empresser de mettre la couronne sur sa tête. Comme ça, c'est fait. Donc Salomon est content, il a sa couronne sur la tête, mais ça ne va pas plaire à tout le monde, surtout pas au roi de Francie occidentale, donc Charles le Chauve, qui ne veut pas le reconnaître roi, mais seulement prince. Et ça ne va pas non plus plaire à l'église, forcément, puisqu'il y a un petit souci avec les Bretons depuis Nominoé. En effet, on va faire une petite parenthèse sur ce sujet, parce qu'il est très important. Dans l'histoire médiévale bretonne, il y a un sujet qui revient, c'est la tentative de création d'une église bretonne. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Nominoé, lorsqu'il a combattu Charles le Chauve, a mis des évêques francs à la porte et des évêques bretons à leur place. Donc c'était pas l'église qu'il avait fait, c'était lui. Donc il n'avait pas le droit normalement. Et le but, c'était de créer une église bretonne. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'église bretonne dépendait de l'archevêché de Tours, donc sous l'influence franque. Et puis les Bretons voulaient créer une église bretonne afin de renforcer le royaume et de donner plus d'indépendance au royaume. Donc vous vous en doutez que cette histoire n'a pas plu à l'église, et n'a pas plu aux Francs non plus, mais ces évêques sont toujours en place, et Salomon veut aller plus loin en créant l'archevêché de Bretagne, donc il serait à Dol, l'archevêché de Dol, pour court-circuiter l'archevêché de Tours. Donc ça c'est en conflit depuis déjà 15 ans, on est avec l'église, et Salomon va rien faire pour l'arranger. Donc après son régicide, les évêques de Francie occidentale se réunissent en 859 dans un concile, et abordent le sujet de Salomon. Alors, il décide d'excommunier les évêques non nommés par le pape et envoie une lettre à Salomon pour lui rappeler qu'il est un sujet du roi de Francie qui doit prêter serment et verser un tribut. Les mecs qui prennent pas parti, quoi. Je dis ça, je dis rien. Mais le mieux, c'est la fin de la lettre, puisqu'ils finissent par une menace très grave pour l'époque, quand même, qui est très croyante. Ils disent que si Salomon ne renonce pas à sa téméraire impiété, Dieu lui-même le punira et lui infligera un terrible châtiment. Alors Salomon prend peur, jette sa couronne et puis part en courant rejoindre Charles le Chauve. Non, je déconne. Non, en fait, ça l'a un petit peu énervé le truc. Du coup, il décide d'attaquer, en fait, la Francie occidentale. Afin d'affaiblir le royaume franc, Salomon va s'allier avec Robert le Fort, le comte d'Angers,
Il va également faire appel à des mercenaires vikings. À l'époque, il y en a un petit peu partout, ils sont dans le coin, tu les payes, ils font le boulot pour toi, nickel quoi. Et qui va donc payer pour aller saccager le royaume franc. Les vikings avec qui va bosser Salomon sont commandés par un certain Hasting. Alors cet Hasting, c'est pas n'importe qui, vu qu'il se dit qu'il serait, attention, il y a beaucoup de... qu'il serait un des fils de Ragnar Lodbrok, donc qui est un roi semi-légendaire norvégien. Et Hasting, ça fait une vingtaine d'années qu'il est dans le coin, voilà, il a bossé avec Nominoé également. Il loue ses services et puis il fout le bordel quoi. Donc de 859 à 863, s'engage une sorte de guerre froide entre Salomon et Charles, puisqu'aucun des deux ne veut d'une bataille décisive, et ils s'affrontent par alliés interposés. Rappelons quand même que Charles le Chauve a déjà perdu contre Nominoé à Ballon, et contre Erispoé à Jangland-Breslay. Donc il veut plus affronter les Bretons en bataille rangée, ça n'a jamais trop réussi. Donc tandis que tout ce beau monde saccage le secteur, Robert le Fort, le comte d'Angers, décide de rejoindre Charles le Chauve en 861. Mais Salomon est rejoint par le fils de Charles le Chauve, qui est alors en rébellion contre son père. À la crise d'ado de l'époque, ça déconnait pas quoi. Cependant, rapidement après sa prise de position, il est défait et décide de retourner vers son papa pour demander pardon. Ce qui fait qu'en 863, Salomon se retrouve seul. Charles réunit alors son armée en vue d'attaquer la Bretagne. Salomon fait de même. Seulement, Charles n'est pas très chaud, il entend dire que les Bretons ont décidé de résister de toutes leurs forces. Il décide donc de parlementer avec Salomon. Il décide donc de se rencontrer et de signer un traité. C'est le traité d'Antram. Donc dans ce traité, Salomon accepte de jurer serment de fidélité à Charles en échange de territoire. Donc Charles concède la partie nord de l'Anjou. Salomon doit également payer un tribut annuel pour prouver sa fidélité. Ce qu'il va faire la première année, et c'est tout. Donc Salomon a de quoi être satisfait puisque ce traité le reconnaît comme le dirigeant officiel de la Bretagne. Donc, il n'a pas le titre de roi, mais il est plus considéré comme un usurpateur. Suite au traité, il paraît se tenir tranquille pendant quelques années. En réalité, il noue des alliances et il attend le moment propice pour attaquer Charles. Ce moment se présente lorsque Charles nomme son fils comte d'Angers, à la place de Robert le Fort. Sauf que Robert le Fort, s'il a un surnom, le Fort, il était plutôt costaud et il intimidait un peu Salomon. Lui n'étant plus là, Salomon décide que c'est le moment pour attaquer. Il va donc voir son mercenaire préféré, Hasting le Viking, qu'il va envoyer ainsi que quelques nobles bretons piller autant que possible ce secteur. Ah bah lui, officiellement, il ne fait rien. Lui, il est là, il y a des Vikings qui pillent, on ne sait pas. Charles, qui se doit de réagir, rappelle son fils et remet Robert le Fort à sa place. Et ça ne va pas intimider Salomon, qui pousse ses Vikings et ses nobles à ravager autant que possible le Poitou, l'Anjou, le Maine et la Touraine. Et cerise sur le gâteau, lors de la bataille de Brissart, Robert le Fort est tué par Hasting. Là, Charles il se dit que c'en est un petit peu trop, il est grand temps d'agir. Il décide donc de rassembler son armée afin d'attaquer Salomon une bonne fois pour toutes, mais il se ravise et préfère négocier. Et là, il se passe un événement extrêmement important pour bien comprendre la situation et l'état d'esprit de Salomon. En août 867, Charles convoque Salomon à Compiègne pour négocier. Sauf que Salomon ne se rend pas à Compiègne, il envoie un de ses conseillers et gendre, Pascoëten, afin de négocier directement avec Charles. Il demande des otages à Charles en échange pour garantir la sécurité de son gendre, et c'est bien Pascoëten qui négocie avec Charles directement, tandis que Salomon reste bien tranquille en Bretagne. Donc c'est important parce qu'il faut bien comprendre qu'en faisant ça, Salomon, qui n'est toujours pas reconnu roi, se place au même niveau que son adversaire, sinon plus haut, en négociant pas directement avec lui. Ce qui ressort de ce traité, c'est que Salomon prête serment de fidélité à Charles en échange de territoire, le grand classique. Il obtient donc le Cotentin et l'Avranchin, qui s'ajoutent au royaume breton. Territoire que Salomon a de toute manière conquis pendant ce temps-là, donc Charles est juste mis devant le fait accompli. T'as plus qu'à signer. Nous sommes alors à l'apogée du royaume breton, puisqu'il s'étend de la pointe du Raz à la Sarthe, du cap de la Hague en passant par Saint-Lô, et de la Vire jusqu'à Noirmoutier. Seulement, tout ça, c'est bien beau, mais Salomon n'a toujours pas, sa couronne n'est toujours pas reconnue roi. Et ça l'ennuie pas mal. Et c'est sur ce point que se termine la première partie de ce sujet, en espérant vous avoir appris des choses, vous avoir intéressé. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et on se retrouve pour la deuxième partie, je l'espère. Trugaré, à Kenavo.